Bonjour à tous, c'est Antoine et aujourd'hui je viens vous parler de mon plein gré de Morbius, le dernier film Marvel des studios Sony après déjà Venom 1 et 2 et qui nous fait le bonheur de sortir l'écro sur nos écrans de cinéma. Je peux rentrer chez moi s'il vous plaît. Toute notre vie, on a vécu sous le couperet de la mort. Pourquoi il ne se mettrait pas un peu à notre place pour changer? Accepte d'être celui que tu es désormais. Le méchant. Bon, à vrai dire, est-ce que j'ai vraiment besoin de développer sur ce projet qui sentait grandement la fausse sceptique depuis déjà des années, qui pouvait encore attendre sérieusement quelque chose de Morbius et de son Jared Leto transformé en vampire entre ses bandes annonces désincarnées et ses reports interminables? En tout cas, vous l'aurez compris au vu de mon manque flagrant d'enthousiasme, mais Morbius est un échec total et d'ores et déjà l'un des prétendants au titre de pire film de 2022, comme Venom 2 en 2021, tiens donc. Du coup, plutôt que juste vous dire que c'est infâme, ce qui finalement n'apporterait pas grand chose au débat, il me paraît beaucoup plus intéressant de faire un pas de côté et d'essayer de décortiquer les raisons de cette catastrophe industrielle. Et justement, ce terme est important parce que finalement, les catastrophes industrielles se font de plus en plus rares dans le domaine du blockbuster actuel. On remarque depuis plus de 10 ans maintenant que les majors hollywoodiennes investissent dans moins de projets, mais que ces projets sont justement de plus en plus coûteux. Et comme l'investissement est énorme, toutes les étapes de fabrication d'un film deviennent extrêmement calibrées, ce qui évite a priori des gloobie-boulga indéfendables. Marvel Studios a bien entendu élevé cette industrialisation du cinéma au rang d'orfèvrerie, et d'ailleurs, qu'on aime ou pas les films du MCU, on ne pourra jamais retirer à la saga une constance, ou du moins un certain savoir-faire qui rend les films un tant soit peu carrés et regardables, même quand ils sont baignés dans une absence totale de prise de risque. Mais pour Sony, qui essaie éperdument de courir après le succès du MCU avec ses droits sur la franchise Spider-Man, c'est une toute autre mayonnaise. On est déjà revenu sur les films Venom, entre un premier opus remonté à l'arrache pour le rendre tout public et un second volet nanardeux dont la structure aberrante semblait ne même plus avoir de deuxième acte. Avec ces deux films de triste mémoire, on avait déjà touché le fond de la médiocrité super-héroïque, mais Morbius prouve de manière assez improbable qu'il est toujours possible de creuser plus profondément, si bien que j'espère sincèrement que Sony a trouvé une nappe de pétrole sous ce torrent de merde. Mais en réalité, ce que j'espère sincèrement, c'est qu'un média américain puisse publier d'ici quelques années une enquête éclairante sur les coulisses de cette production complètement chaotique, parce que le miracle de Morbius, c'est qu'il ne cherche même pas à en cacher les stigmates qu'on crame dès les premières minutes de métrage. Vous savez, il y a des films où on sait que le studio a interféré dans le montage, à l'instar du premier Suicide Squad par exemple, mais alors Morbius s'impose comme un cas d'école, tant son introduction assemble ses plans et ses scènes avec un tel sens de la confusion qu'il lui est impossible de poser clairement ses enjeux. On commence sur une intro au Costa Rica où Morbius cherche à capturer des chauves-souris avant de partir sur un flashback qui aurait clairement dû être la première scène du film, et puis hop, retour dans le présent où l'on est censé comprendre que ce qu'on est en train de voir suit la toute première scène qui a pourtant été coupée par le flashback entre deux. Vous suivez? Non, c'est normal parce que c'est nul. C'est un bordel. Pour ceux qui auraient vu les bandes annonces, il est d'ailleurs assez amusant de voir combien de plans qui y étaient présents ne sont pas dans le résultat final. Certaines séquences ont clairement été tronçonnées sans vergogne, au point où certains arcs narratifs ont été sacrifiés de manière involontairement comique. Il suffit de voir le traitement fait à ce pauvre Tyrese Gibson qui essaie de s'extirper de son rôle de clown dans la saga Fast and Furious en incarnant ici un flic ultra concerné qui fronce les sourcils, mais qui se révèle aussi pertinent qu'une rime riche dans une chanson de Maître Gims. Du coup, difficile pour toutes ces raisons de même oser donner l'appellation de film à Morbius, tant sa fabrication a tout du produit de consommation sans âme, type détergent. C'est d'ailleurs encore plus évident quand on sait que le pauvre Daniel Espinosa y est à la barre. Alors certes, le bonhomme est loin d'avoir signé des chefs-d'œuvre, mais Life, Origine Inconnue avait au moins pour lui une vraie tenue dans sa mise en scène, ici aux abonnés absents. En fait, Morbius s'impose comme le pire de ce que peut donner un film de producteur calculé et impersonnel. La personnalité du cinéaste choisi se retrouve diluée derrière les décisions des producteurs exécutifs, et on sait du côté de Sony que c'est rarement pour le meilleur. On en vient d'ailleurs à s'interroger dans le cas de Morbius sur la responsabilité d'Avi Arad, le grand Manitou des franchises Marvel hors MCU. Alors certes, le bonhomme est bien crédité au générique des Spider-Man de Sam Raimi, mais quand une filmographie sélective comprend une majorité d'étrons fumants comme Daredevil, Les 4 Fantastiques, X-Men 3, Blade Trinity, The Amazing Spider-Man 2 ou encore Venom 1 et 2, c'est qu'a priori le mec n'est peut-être pas le meilleur à son boulot. Et encore, on pouvait presque le pardonner sur des films du début des années 2000, où les adaptations de comics étaient traitées avec un certain mépris et ridicule, quelque peu disparu avec le succès de films comme The Dark Knight ou les premiers opus du MCU. Et c'est finalement ce qui est le plus terrible avec Morbius. En regardant ce machin, on pénètre dans une faille spatio-temporelle qui nous ramène aux pires heures de 2005, au point où on en viendrait à réhabiliter des nanars comme Elektra. Et c'est chaud. Les plans séquences numériques horribles sont de nouveau remplis de ralentis risibles comme à la belle époque où tout le monde essayait de s'attaquer au bullet time de Matrix comme une tumeur qui se répand sur une colonne vertébrale.
Mais surtout, on nous ressort le même putain de scénario affligeant où Morbius, qui a donc créé un sérum pour soigner sa maladie dégénérative, se transforme en vampire et doit combattre son meilleur ami qui a lui aussi choisi de prendre le dit sérum, mais pour faire le mal. Du coup, comment ressentir la moindre émotion devant un truc aussi vu et revu, surtout lorsqu'il est traité sans aucune envie? Voilà la question finalement déprimante que pose Morbius, qui confirme d'ailleurs une triste réalité. En effet, on a beau parler à longueur de journée de l'uniformisation des blockbusters en pointant du doigt le MCU, mais Disney est loin d'être le seul studio à penser ses films à la chaîne comme des produits d'usine. Sony a également son propre fonctionnement et ses propres marottes, qui montrent ici à quel point elles sont incompatibles avec un récit qui voudrait s'inspirer des classiques du mythe vampirique, à commencer bien évidemment par le Dracula de Bram Stoker ou encore Nosferatu. Parce que pour ça, Morbius se contente de dérouler une partie de son premier acte sur un bateau qui s'appelle d'ailleurs le Murnau, wink wink, vous saisissez parce que ça fait référence à un mec qui faisait des bons films, d'accord, j'arrête. Par la suite, les éléments constitutifs du vampire sont traités avec une nonchalance aussi agréable qu'un toucher rectal, mais surtout sans aucun souffle sulfureux, ce qui est pourtant au cœur même du concept du monstre. Le vampire, c'est le désir, c'est la chair, c'est le sang. Sauf que Morbius fait tout pour bien rester PG-13, au point où son montage en devient d'ailleurs hilarant à force de chercher à cacher dès qu'il le peut la moindre goutte de sang. Et puis au milieu de tout ça, on a ce pauvre Jared Leto qui a quitté le cabotinage improbable de House of Gucci pour un autre type de jeu, pour lequel je ne vois qu'une seule inspiration possible, à savoir le merlan desséché qu'on retrouve dans la vitrine d'une poissonnerie. Autant dire qu'il y a plus sensuel et sexy. Alors bien sûr, je pourrais m'attarder sur la honte absolue des scènes post-génériques qui n'essayent même plus de feindre leur je m'en foutisme, mais ce n'est finalement que la cerise sur le gâteau de fumier, parce que Morbius atteint le stade terminal de l'uniformisation des productions Sony, toutes portées par cette esthétique urbaine et nocturne terrifiante de normativisme, et par une froideur clinique qu'on retrouve dans la photographie et d'énièmes décors de labos high-tech sans personnalité. Et en fait, en vous parlant de tout ça, je me rends compte que Morbius provoque chez moi une forme de crise existentielle et métaphysique, parce qu'il n'y a même plus de mots assez puissants dans le dico pour qualifier un tel machin informe. Le mot aseptisé ne suffit plus, puisque le film n'est pas juste aberrant, il est juste dénué de vie, et cherche juste à combler un vide avec un renoncement total. On en reviendrait presque au fameux débat sur la nature des films Marvel soulevé par Martin Scorsese, parce qu'après tout, si le cinéma est censé être porté par la beauté d'une lumière projetée sur un écran, telle une peinture en mouvement qui vient nous conférer des émotions, eh bien Morbius en est étymologiquement l'exact opposé, puisqu'il est du pur néant, un trou noir qui aspire la lumière, et ton âme au passage. Voilà, c'était notre critique de Morbius, j'espère qu'elle vous aura incité à ne pas vous déplacer en salle pour le voir, parce que si le film est un carton, eh bien Sony va continuer de nous faire caca dans la bouche. Vous pourrez également retrouver sur écran large le texte cinglant de Geoffrey sur le film, mais avant que je ne me colle une balle dans la tête de désespoir, je vous rappelle qu'Écran large a besoin de votre soutien pour rester un média indépendant et grinçant. Cette aide passe par un abonnement qu'on propose sur le site et qui vous donne accès à des dossiers exclusifs qu'on réalise sur des œuvres marquantes du 7e art. Récemment, on est par exemple revenu sur Danse avec les loups, le classique de Kevin Costner, et j'ai personnellement écrit sur Le Charlatan d'Edmund Golding, la première adaptation de Nightmare Alley avant le film de Guillermo del Toro. Le lien pour l'abonnement est dans la description. Quant à moi, je vous laisse, je vais me laver les yeux à l'acide et je vous dis à la prochaine. Des bisous. Stop. Bon, j'y vais, hein? C'est bon? On a assez parlé du film? Oui, hein, voilà, j'y vais.